Je disais, hier, parlant de vous, Albert Demare est l'un des derniers pèlerins attendris du monde rural. Mais je dois ajouter que vous êtes bien plus encore, vous êtes, cela me semble en tout cas, le témoin, vous êtes le rassembleur d'un temps révolu, et pourtant ce temps révolu, il est si proche de nous. Peut-être une trentaine d'années. Depuis 25 ans, je crois, vous vous échinez à réunir tout ce qui pourrait être à jamais perdu, et que de choses nous avons perdu, hélas. Alors vous avez réuni les shops du cordonnier, l'atelier du tanneur, l'atelier de la repasseuse, la boutique du barbier, la grange. Vous retenez en fait le temps pour les mondes à venir, et je me demande comment vous avez eu cette idée de retenir tellement de choses, et je suis assez surpris. Qui êtes-vous et qui étiez-vous pour faire tant de choses? Eh bien, d'abord, j'étais placé très jeune. Je suis issu d'une famille pauvre. De quel endroit? De Champlit, en Haute-Saône. Mon père était bourrelier, il était surtout piessard, il faisait les cordes de collier. Oui. Et en hiver, il allait charrier au bois. Puis ma mère allait laver les lessives, faire les ménages. Donc on était pauvres. Et j'ai été placé à 10 ans. On était placé le jour de la purification de la Sainte Vierge, le 2 février. Et on allait jusqu'à la fête de Saint-Martin. Et chaque année, on changeait presque de patron, parce que au moment de la louée, il y avait des gens qui donnaient un peu plus. Alors ma foi, on allait où on avait. J'ai commencé que j'avais 15 francs par mois. Après, j'ai eu 20 francs, 25 francs. Alors on gardait donc les bêtes, et puis lorsqu'on les ramenait à l'écurie, après manger, on allait aider dans les champs, arracher de l'herbe dans les betteraves, devant les piocheurs dans les vignes, relever à la moisson, vous voyez. Et en changeant de maison, chaque année, je remarquais l'évolution. J'avais vu encore les derniers faucheurs à la faux. J'avais vu la petite faucheuse sur laquelle on adaptait un appareil pour faire les javelles. Bien beau jour, je l'ai vu disparaître. C'était la jableuse avec des grands bras. Et puis, quelques années plus tard, peut-être 10 ans plus tard, j'ai vu la moissonneuse. Je voyais aussi l'évolution au milieu rural. Il y avait des gens qui passaient, on vendait le vieux mobilier pour avoir des tables, des étrangers qui venaient, des tables, et puis après on a eu des tables tubulaires, des sièges tubulaires. Enfin, tout le milieu rural changeait. Moi, ça m'inquiétait. C'était tout de même un patrimoine qui allait disparaître peu à peu. La façon de travailler d'abord, puis la vie dans la famille. Alors, j'ai eu l'idée, lorsque j'avais 16 ou 17 ans... C'était en quelle année? Ma foi, à 17 ans, c'était vers 1927, 28. Et alors, j'ai eu l'idée de créer un musée. Alors, j'en avais fait part à un monsieur qui avait été professeur à Champlit. Un homme de science, à mes yeux, c'était un homme de science, bien sûr, il l'était. Alors il m'a dit non, tu te fais des idées, c'est un scientifique qui doit monter un musée comme ça, un homme qui a fait des études. Conservateur. Faut être conservateur, parce qu'il m'a dit, faut être diplômé. Alors ma foi, j'ai laissé courir. J'ai dit, c'est pas la peine. Vous aviez fait quelles études? Moi, je n'allais à l'école qu'en hiver. Oui, parce qu'on quittait au mois de février, je n'allais plus à l'école. Alors j'allais à l'école en hiver, et puis j'ai été sacristain aussi, pendant 54 ans. Alors on avait des braves curés, Ah là là. Oui, et on a eu un vieux curé qui m'a appris la grammaire, les rudiments de la grammaire. Voyez, et il me disait, tu vois Albert, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, c'est comme ça qu'on doit l'écrire. Il m'avait appris un peu mes conjugaisons, tout ça. Il vous a fait lire aussi. Il m'a fait lire, oui. Et puis il me donnait après des revues à lire. Il me disait, ça t'instruira. Et il m'a dit, pour te rappeler, il faudrait que tu puisses écrire, noter. J'ai suivi son conseil, et c'est pourquoi j'ai un grand cahier chez nous où j'ai tout noté ce que je faisais. Je me rappelle comme ça. Vous vous rappelez vos premières lectures? Ah oui, c'était la vie des saints, puis la vie de la Sainte Vierge. Et il m'arrivait un drôle de tour. Monsieur le curé m'avait prêté ça. Puis une fois, je gardais les bêtes. Et puis, à un certain moment, j'ai cessé la lecture, il faisait chaud, j'avais été les retourner parce qu'elle était vers des dommages. Alors, je n'ai plus fait attention à mes livres. Puis il y a une vache qui est revenue sur ses pas, puis qui m'a mangé mes livres. Quand j'ai revu dans la musette, il ne restait plus que des morceaux de papier. Elle avait mangé ça. Vous savez que les vaches aiment bien manger des choses comme ça. Oui. J'étais un peu confus, mais enfin, monsieur le curé m'a bien excusé. Oui, oui. Mais vous aviez toutes les armes pour devenir prêtre? Oui. Oui.
Je l'ai désiré un moment, mais enfin, voyez, j'ai eu la chance d'avoir un fils, et il est prêtre. Pour moi, ça a été ma grande joie, parce que, oui, et puis il a fait des études que je n'ai pas faites. Monseigneur l'archevêque de Besançon lui avait demandé de poursuivre à la faculté. Alors il a eu sa licence d'histoire, un diplôme de maîtrise. Il prépare une thèse maintenant. Alors, voyez, un père moins qu'autodidacte à côté de lui. Alors on travaille ensemble, et puis, ma foi, tout ce qu'on a fait, enfin, on l'a fait à trois, avec mon épouse aussi, qui m'a bien aidé, hein, voyez. Oui. Mais Abel de Mar, vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir fait de longues études? Non. Non. Vous étiez sur le terrain, et vous avez appris plus encore. Beaucoup plus. Beaucoup plus. J'ai appris vers les simples. J'ai appris vers l'artisan, vers tous ces paysans qui m'ont transmis la culture populaire. C'est celle que je recherchais. Je ne recherchais pas autre chose. Hein. Oui. Oui, oui. Et aujourd'hui, vous êtes tout à fait comblé, puisque vous avez réussi à rassembler tout ce que vous regardiez il y a une 50aine d'années, c'est-à-dire que vous avez sauvé. Oui, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Hein. Et ce rêve tout le monde ne le réalise pas. Hein. Mais moi, je peux dire que je l'ai réalisé. Et j'ai eu, enfin, vous voyez, lorsque je me suis marié, on avait 2 baies, 2 vaches pour nous aider à vivre. Hein. On était des petits ouvriers. Hein. Et puis, entre-temps, j'ai attrapé une maladie très grave, la fièvre de Malte. J'ai été 3 ans arrêté. C'est une maladie très grave qu'on ne soignait pas comme aujourd'hui. Hein. Ça m'a porté à la méditation. J'ai eu 18 mois de convalescence. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup médité. Et puis, on avait dû vendre une vache même pour payer les frais de docteur, tout ça. Hein. On n'était pas riches. Hein. Et alors, quand j'étais mieux, on m'avait proposé la place d'agent de ville à Champly. Et ma femme me dit, il faut l'accepter. C'est elle qui m'a poussé. Agent de ville. Agent de ville. C'était un agent de ville spécial. C'était les dernières créations de la Révolution. On avait des districts à la Révolution. Et il y avait une police spéciale. Il y avait 2 agents de ville pour un district. Et j'ai été le dernier survivant en Haute-Saône de ces agents de ville créés à la Révolution. Ça m'a fait remettre les pieds dans le château de Champly. Champly, ça se trouve où? Eh bien, c'est situé à l'extrémité de la Haute-Saône. C'est pris un peu dans une tenaille contre la Bourgogne et contre la Haute-Champagne, la Haute-Marne. Nous sommes à 34 km de Langres et à 54 km de Dijon. Si bien que quand j'ai prospecté, j'ai dit que j'ai eu l'autorisation de prospecter, car ça n'est pas venu comme ça. Hein. J'ai donc entré au musée. Et au château du moins. Ma femme me dit, il faut accepter à tout prix. Puis quand j'ai eu les pieds dans le château, j'ai repensé au musée. Quelle chance d'avoir été agent de ville, parce que vous entrez dans ce château de Champly et vous vous dites, peut-être même inconsciemment, c'est là qu'un jour se trouvera le musée. Oui. Nous rassemblerons tout ce que les gens ne savent pas qu'ils perdent. C'est ça, oui. Alors, j'ai eu d'abord un conseil municipal, le maire, le conseiller général, qui ont porté beaucoup d'intérêt à ce que je demandais. Hein. Ils ont été très compréhensifs à mes doléances. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer M. Jean Vernier-Ruiz, qui à l'époque était inspecteur en chef des musées de province. Et ceci grâce à mademoiselle Cornillot, qui a été conservateur des musées de Besançon, qui est conservateur honoraire maintenant et qui m'a bien aidé. Qui ont compris votre enthousiasme. Qui m'ont compris tout de suite. Et M. Georges-Henri Rivière aussi, qui m'a bien suivi, que je remercie aussi du fond du cœur. Peut-on dire, Albert de Mar, que vous êtes un paysan des temps traditionnels? Ah oui, je reste dans la tradition. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, avec ce monde en mutation, on a des difficultés de maintenir la tradition. Je la vis moi-même, au jour le jour. Ah oui. Vous croyez, comme on y croyait, aux magiques, aux légendes, aux faits, c'est-à-dire à la vérité? Bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai rencontré tous ces gens-là au cours de mes tournées. J'ai rencontré les gens qui avaient la magie maléfique et la magie bénéfique. Et chose extraordinaire, j'avais remarqué que sur les terres calcaires, la magie était disparue beaucoup plus tôt que sur les terres granitiques. Car sur ce département de la Haute-Saône, nous avons le versant méditerranéen des Vosges, qui est entièrement granitique, avec les fameuses roches cristallines, les roches hercyniennes, qui sont très propices au développement de la magie. Donc nous avons encore là les 2 magies vivantes. J'ai côtoyé ces gens et j'ai pu récupérer des choses intéressantes. J'ai même enseveli une femme qui pratiquait la mauvaise magie et j'ai pu récupérer son tarot magique. Ses livres, le grand et le petit Albert détaché du grand, les secrets de la poule noire, du dragon rouge, avec les secrets de la reine Cléopâtre pour se rendre invisible et combien d'autres choses. Ces marottes d'incantation. Voyez,
J'ai tout ça au musée. Albert de Mar, quelles sont vos lectures aujourd'hui? Mes lectures, elles restent surtout du côté historique. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup aussi tous ces travaux sur les provinces de France. Et toutes les fois que je peux m'en procurer un, eh bien je les lis attentivement. Et puis je suis les émissions de la radio et de la télévision. Et je suivais hier avec beaucoup d'intérêt sur Antenne 2 cette espèce de scène qu'il y a eu là, le tribunal là, avec la magie. Messieurs les jurés. Messieurs les jurés, oui. Et ça me rappelait un petit peu, je vais vous des choses beaucoup plus réelles, moi, beaucoup plus près de ce qu'on avait dans nos régions, oui, bien sûr. Alors êtes-vous de ce temps? Êtes-vous de cette époque? Êtes-vous de ce XXe siècle finissant? Oui, je reste très attaché parce que, vous comprenez, moi j'ai vu toute la grande tradition. J'ai vu toute la grande tradition, je l'ai vu disparaître et ça m'a serré le cœur. Alors je reste attaché à cette tradition tout en ayant les pieds sur terre. Il faut vivre avec son temps. Je vis avec le XXe siècle. Mais mon cœur est souvent vers la tradition. Cette tradition qu'on a si blackboulée, excusez-moi l'expression, toutes ces dernières années. Oui. Vous trouvez qu'on a beaucoup assassiné? Oui, moi j'ai regretté qu'on ait fait disparaître de nombreuses traditions, sur le plan profane, sur le plan religieux aussi. C'était la richesse. Mais quelle chance, Albert de Mar, quelle chance d'avoir pu rassembler tous ces objets, d'avoir pu sauver tout cela. C'est quand même la réussite d'une vie. Vous pouviez imaginer cela il y a une 50aine d'années? Non, pas du tout. Pas du tout. Et quand j'ai commencé, j'ai pris une phrase de l'évangile de Saint Jean, un verset, dans la relation de la multiplication des pains, où il est dit « Colligite fragmenta ne pereant », recueillez toutes les parcelles afin que rien ne soit perdu. Et j'en ai toujours été animé. J'essayais de recueillir toutes ces parcelles de la tradition, de la culture populaire, de la vie de nos campagnes, pour les rassembler, pour qu'elles puissent servir aux générations présentes, mais aussi aux générations futures. Les gens les recherchent aujourd'hui. On a besoin de retrouver ces racines. Et je suis étonné, et j'en suis heureux, combien de jeunes viennent me trouver. C'est la question que j'allais vous poser. Je suis persuadé qu'on a envie d'aller vous voir, de parler avec vous, de vous écouter. Souvent. Oui. Et quelles sont les questions qu'ils posent, ces jeunes? Eh bien, les jeunes, d'abord, les jeunes sont toujours attachés à la tradition, à me poser des questions. Comment se passaient les traditions? Comment se passaient, par exemple, les feux, les fameux feux de Saint-Jean, qui n'étaient pas les feux scouts, Nous avions toute une tradition pour le feu, avec la bénédiction des braises, avec les processions, avec les herbes magiques et tout ce qui s'ensuit. Alors ces jeunes sont avides de retrouver tout ça, que je leur explique. Et puis aussi, il y a tout le côté mystérieux. Ils viennent souvent me trouver pour ces choses-là. Et tous les jours, j'ai quelqu'un qui me téléphone. Et toutes les semaines, j'ai des étudiants. Demain, j'ai une étudiante qui vient de Dijon, de l'école normale, pour me demander des renseignements sur la tradition. Vous avez encore des bêtes? Ah, plus maintenant, malheureusement. Oui, il n'y a pas très longtemps. Mais ça me manque. Et j'aime bien aller ma femme est de Percé-le-Grand, un tout petit village qui est à côté. Mon beau-frère est cultivateur. Alors j'aime bien aller, là, le dimanche soir, on va discuter vers eux, quand ils traient les vaches. On s'assoit sur une botte de luzerne dans l'écurie, une botte de paille, puis on discute ensemble. Oui, pour moi, c'est un peu de ma vie, tout ça, vous comprenez. Je ne peux pas être coupé de cette vie paysanne. Je la vis tous les jours. J'essaie de m'en imprégner. Et jusqu'à ma mort, je ne pourrai pas me dissocier, par exemple, de ma tâche de conservateur et de ma vie de paysan. Elles sont liées ensemble. C'est pas possible. Mais c'est une belle course à travers une vraie passion, car vous étiez paysan, vous êtes resté paysan. Ah oui. Ensuite, sacristain. Oui, j'ai été sacristain, oui, pendant 54 ans. Ensuite, à Gendeville. À Gendeville. Et aujourd'hui, on peut dire que vous êtes conservateur du musée de Champlit. Conservateur du musée de Champlit. C'est-à-dire, dans ce château de Champlit, où vous étiez à Gendeville, vous avez pu installer vraiment un musée. Alors, qu'y a-t-il dans ce musée? Là, j'ai un livre près de moi, et je veux dire que je ne connaissais pas l'éditeur. Oui. Joël Guénaud. Ah, c'est un livre admirable, Un homme et son terroir. Car les photos, j'ai l'impression d'être dans la grange, d'être dans les intérieurs, c'est un d'être dans le lit, le lit à deux places, le fameux lit à deux places. Oui, alors c'était les fameux lits qu'on avait chez nous, et on ne les retrouvait que dans notre terroir.
Oui. C'était des lits étroits. Et une fois, nous avions un de ces messieurs de la préfecture de Vesoul, un préfet de la Haute-Saône, qui était très surpris de voir des lits aussi étroits. Je dis, monsieur le préfet, quand il y avait un gros, il devait se noyer dans le petit. Ça s'appelait faire la chaise. Ah oui, faire la chaise, quelle drôle d'expression. Il me dit, allons, monsieur Demar, vous croyez que... Je dis, écoutez, monsieur le préfet, si vous voulez, mon fils prépare son diplôme de maîtrise, il le fait sur la vie rurale en Haute-Saône. Non, j'ai un peu d'état sur lui, hein, il est pétri de la tradition aussi, lui. Alors, si vous voulez, on fera nos enquêtes uniquement dans notre terroir. Lui, il la fera, pour ce qui le concerne, dans ce terroir de Champlit. Et puis moi, j'interrogerai les paysans. Et surtout les femmes. Et ce même hiver, j'ai interrogé 72 vieillards, hommes et femmes. Et toutes les fois que je posais la question, j'avais le même son de cloche. Quand il y avait un gros, le petit faisait la chaise. Il se noyait dans le gros. Mais, je dis, c'était drôle quand même. Et puis la femme me dit, c'est pas comme aujourd'hui, pour un pet de travers, on fait lit à part. Mais de notre temps, il fallait une infirmité très grave pour séparer l'un ou l'autre des conjoints. C'était le lit conjugal. Oui, le prêtre bénissant l'union avait rappelé que de deux, on ne devait faire plus qu'un. Un partout, même dans la couche, quoi qu'on soit gros. Oui. Et puis les femmes, je disais, mais en été, qu'elle me dit, mais quelle femme qu'on aurait trouvée au lit à 7 heures du matin. Fallait se lever à 3 heures du matin. Donner à manger aux hommes, leur porter à manger quand il fauchait, harnacher les gosses pour aller à l'école. Elle dit on avait des familles nombreuses, puis il fallait que les gosses soient propres. Ils étaient en sabots, mais les sabots étaient cirés, puis les habits raccommodés. On mettait des pièces, qu'elle me dit, mais c'était propre. Et puis après, il fallait faire le manger. On avait nos vieux parents. On ne mettait pas les vieillards dans les hospices comme aujourd'hui. On avait le respect des parents. Aujourd'hui, on se débarrasse, allez, à la maison de retraite, on est libre, on peut aller se balader le dimanche. C'était pas le cas, moi, j'ai vu tout ça quand j'étais placé avec les vieux parents qui étaient là, les mères qui avaient des familles nombreuses, les femmes qui devaient cuire au four encore, toutes les semaines, hein. Voyez quel travail. Alors, vous parlez des vieux. Il faut quand même se rappeler qu'il y avait aussi l'hospice, et l'hospice était la continuité de la tradition du paysan. Et vous avez reconstitué un hospice aussi, de la même manière? Oui. Alors l'hospice, moi, ça m'a passionné parce qu'on en avait un à Champlit, et j'ai suivi ça de près. On avait des religieuses qui étaient braves, les pauvres femmes. Oh là là, ce qu'elles ont travaillé. Hein. Quel exemple. Oui. Et alors, j'ai vu les pauvres arriver. C'était surtout ceux qui n'avaient plus de famille. Hein. Et puis, les pauvres venaient là aussi. Et même les enfants qui avaient perdu leurs parents. On en mettait aussi à l'hospice de Champlit. Hein. Ah oui. Et ça me faisait beaucoup de peine quand je voyais tous ces pauvres. Ils étaient dans la grande salle commune. Mais ils étaient bien soignés. Hein. Ah oui, puis toujours bien propres. Pendant que, tant qu'on pouvait garder ses parents, on les gardait. On suivait les principes des commandements. Oui, tes pères et mères honorera afin de vivre longuement. On les mettait à exécution. On avait honneur de garder ses parents. Albert Demar, c'est cet amour qui vous a donné toute cette culture. Que vous en savez des choses? Oui, et puis j'en découvre encore aujourd'hui, hein. Je ne cesse de recueillir, d'essayer de... D'écouter. Vous voyez, dans mes tournées, avant de demander, j'aime bien dialoguer. Et il y a toujours une découverte. Sur une tradition du mariage, sur une tradition du baptême, sur une tradition des enterrements. Parce qu'on avait les grandes traditions. Moi, j'ai encore vu les dônes de mariage, les dônes des enterrements. Les dônes des enterrements, tous les pauvres venaient... à la sortie du cimetière, revenait vers la maison mortuaire, on se mettait de chaque côté de la porte, puis on tendait sa main en fermant les yeux. Hein. Alors l'ensevelisseuse avait une corbeille de monnaie, et puis ceux qui ouvraient les yeux, elle ne donnait qu'une pièce de 5 centimes. Ceux qui fermaient les yeux, ce qui lui plaisait, hein, elle donnait 50 centimes, 1 franc des fois. C'était quelque chose quand on avait une pièce d'argent. Hein. Alors moi j'ai vu 12-15 pauvres de chaque côté de la porte. Hein. Ah oui. Et puis on portait le pain et le vin aux enterrements. On portait le pain derrière le cercueil pour les offrandes et le vin qui était déposé vers l'autel à l'église, le symbole eucharistique. J'ai vu tout ça, vous comprenez. J'ai été pétri de cette tradition parce que je l'ai vécu, j'ai communié dans cette tradition. Albert Demar, je disais tout à l'heure que vous aviez réussi à rassembler vraiment tout ce qui aurait pu se perdre, par exemple les shops du cordonnier, l'atelier du tanneur, l'atelier de la repasseuse, la boutique du barbier. Bien évidemment, tout cela s'est perdu. On trouve très peu d'objets aujourd'hui. Vous avez commencé, c'est vrai, il y a 50 ans. À ce moment-là, lorsqu'on avait un peu de goût, les choses étaient plus faciles. Oui. Mais comment peut-on trouver aujourd'hui
J'espère que, quelque part, enfin, nous le savons d'ailleurs, on sait conserver les choses, car les gens sont mieux avertis. Mais c'est fou ce qu'on a pu laisser partir. Et ça ressemble à un crime, car si l'on se prive d'un objet, on se prive dans le même temps d'un peu de culture. Absolument. Alors, voyez, à un certain moment, on les a détruits inconsciemment. Moi, j'ai vu vider des greniers et aller brûler ça sur des décharges publiques. J'ai moi-même crocheté dans les tas d'ordures pour retrouver des pièces qui sont dans le musée. Voyez, je pense que on a détruit inconsciemment à un certain moment. Malgré tout, on avait des familles qui aimaient conserver de génération en génération. Et de temps en temps, j'ai tombé sur des familles comme celle-ci. Et vous venez de le rappeler très justement, nous en avons encore aujourd'hui. Et de temps à autre, à ma grande joie, je trouve des gens qui me disent à Monsieur Demare, on a quelque chose pour vous, on l'a détourné. Et dernièrement, il y a un monsieur qui m'écrivait avant-hier, il me dit, j'ai une image de protection de Sainte-Agathe, je vous la réserve pour vous, vous passerez. Vous voyez, c'est tout de même intéressant. Même encore en 1978, je continue à retrouver. Mais malgré tout, s'il fallait vraiment monter un musée comme celui-ci, je pense qu'à l'heure actuelle, je me trouverais dans l'impossibilité de récupérer autant d'objets. On vous visite beaucoup, donc vous recevez beaucoup de... Oui, ça ne cesse que d'augmenter. J'ai commencé avec 750 visiteurs et puis j'en suis à 25 000 aujourd'hui. Les gens savent qui vous êtes? Ou ils vous prennent pour le conservateur du musée? Un monsieur important... Pas toujours. Qui a fait de longues études. Oui. Mais enfin, ils finissent par me connaître quand même. Hein. J'ai une dame qui m'a écrit l'autre jour, elle me dit « Ah, monsieur, vous avez écrit avec votre fils un livre sur les loups. Je vous avais vu, je vous avais pris pour un valet, vous étiez en tablier bleu. » Et en espèce de sabbat dans le musée. Je m'excuse, je ne croyais pas que vous étiez le conservateur. Ah, je dis, madame, c'est la tenue que j'affectionne le plus. Vous me trouverez souvent comme ça au musée. Hein. Je ne me mets en toilette que le dimanche. Lorsque on regarde toutes ces pièces que vous avez su reconstituer, on apprend à mieux connaître le passé, à bien savoir comment les gens vivaient, et d'une certaine manière, on apprend mieux à savoir. On apprend plutôt comment on vit nous-mêmes. Bien sûr. Alors, voyez, je n'avais pas fait d'études, moi. Et lorsque j'ai eu cette fièvre de Malte, j'avais déjà récupéré, car j'ai commencé de récupérer donc en 49, j'avais récupéré des vieux inventaires après décès. Ouais. Et je m'étais aperçu qu'un inventaire après décès, c'était un véritable canevas pour reconstituer une salle, surtout quand il y avait des mineurs. L'inventaire était fait avec une minutie extraordinaire. Alors j'en ai récupéré 14 et je me suis inspiré pour reconstituer certaines salles directement de mon inventaire. Puis alors, j'étais toujours à l'affût, dans le domaine artisanal, de retrouver un atelier complet. Alors pour moi, c'était une joie. Quand j'ai pu retrouver mon atelier de sabotier. Vous l'avez retrouvé? Ah oui, bien sûr. Complet? Oui. Et puis, j'ai les sabots de mariage. La fille portait les sabots du mariage. Et le garçon portait également les sabots. Ils étaient pointus pour le garçon et à carré pour la fille. Pour la fille, ils étaient peints et non pas noircis et décordés de feuilles de chêne et de gland qui étaient un symbole de prospérité, de fidélité, de fécondité et de longévité. Je pense qu'on savait ce que ça voulait dire et qu'on ne mélangeait pas trop souvent les cartes. Hein. En tous les cas, c'était le garçon d'honneur qui bridait. Et j'ai pu retrouver des vieillards qui avaient encore bridé. Et il y en a un qui m'avait dit, il est mort il y a déjà longtemps, il était né en 1859, il m'a dit, j'ai bridé 2 fois dans ma vie. Puis il dit, bon sang, la 2e fois, c'était après les avants de Noël. On ne voyait pas bien clair, on était dans une chambre basse. Chez nous, ça s'appelle le poêle, la 2e chambre basse. Il n'y avait qu'une petite fenêtre à 4 carreaux, on n'y voyait rien, qui dit. On a demandé à la fille qu'elle retrousse un peu plus haut, on avait vu ses genoux. Chose extraordinaire pour les garçons d'avoir aperçu les genoux de la jeune fille à l'époque, voyez. Oui. Et alors je me suis renseigné, puis un vieux docteur m'a dit oui, on portait la jarretière au bas du genou et non pas au-dessus du genou. C'est pourquoi, oui. Vous pensez, Albert Demare, qu'on pourrait reconstituer une ferme, mais complète, oui, avec son environnement, avec toutes les pièces que l'on voit dans votre livre, c'est-à-dire la salle commune, la chambre grenier du valet, mais total. On pourrait le faire car ce serait une construction, car... Bien évidemment, dans votre château de Champil, vous avez votre musée, mais c'est déjà... un conservatoire. Un conservatoire. Absolument. Alors qu'on pourrait refaire vivre de la manière la plus normale. Car il y a eu un moment où on s'est désintéressé de tout cela. Oui. Et aujourd'hui, on comprend qu'il faut véritablement réunir tous ces objets qui ne sont pas des antiquités. Et même, je me pose la question, je vous le disais tout à l'heure, je me demande si les objets que nous employons aujourd'hui, que l'on jette...
ne seront pas dans 30, 50 ans des antiquités. Ah oui, je commence à en sauver, moi. Des objets, l'objet banal d'aujourd'hui. Absolument, tout à fait banal. J'en ai dans les greniers. Oui. Voyez-vous, vous venez de me rappeler quelque chose qui est intéressant là. Reconstituer une ferme. Pour moi, le musée, je viens de vous le dire, ce n'est que le conservatoire. Et moi, j'ai eu toujours l'idée de reconstituer ce qu'était une petite ferme. Et dans nos pays, on n'a pas des fermes, surtout dans la montagne, c'est assez pauvre. Hein. Et je voulais la reconstituer là parce que c'était le territoire, le terroir plutôt, le plus traditionnel de notre département. Et puis depuis le musée de Champlit, on traverse toute la Haute-Saône, on peut la voir dans sa diversité, avec ses collines, avec ses vallons. Avec son histoire. Avec son histoire aussi, bien sûr. Et j'ai demandé au département de la Haute-Saône si on ne pourrait pas m'acheter une petite ferme dans la montagne. Et c'est monsieur le préfet a bien voulu, c'était monsieur Jean Serres à l'époque. Alors il est arrivé à convaincre ces messieurs du conseil général. Vous l'avez cette ferme? Oui. Ah, mais c'est alors, bien. On l'a fait restaurer tout doucement. Et puis figurez-vous que j'ai demandé qu'on m'achète un peu de terrain autour. Alors ça s'est fait ces années dernières, on a pu racheter un peu de terrain. Moi j'ai voulu la faire vivante, comme vous l'appelez justement. Et là on a relabouré 3 petits coins, j'ai planté les pommes de terre, les choux de la montagne, les haricots de la montagne, j'ai ressemé du sarrasin, j'ai ressemé du millet, on a fait les foins. Et la ferme est vivante, j'ai l'écurie avec les liens pour les vaches, j'ai fait la litière avec la fougère, les vaches n'ont plus qu'à entrer. Et j'ai reconstitué la maison avec un inventaire de 1812, avec le même mobilier, qui n'a plus rien à voir avec ce qui est au musée de Champlit. C'est beaucoup plus pauvre, beaucoup plus simple. Bravo. Et j'évoque là aussi les métiers de la forêt. Vous savez que le département... L'agriculture et les métiers de la forêt. Hein. Les métiers le département de la Haute-Saône se trouve dans la 2e région forestière de France. C'est la Franche-Comté. La première, c'est les Landes. Et dans cette Franche-Comté, c'est surtout le département de la Haute-Saône qui est le plus boisé. J'avais ça à cœur parce que je descends. Mes ancêtres, c'était des pauvres pellonniers qui fabriquaient des écuelles dans la forêt. Des pelles à four, des battes-à-linge, vous voyez. Et puis du côté de ma grand-mère, c'était des charbonniers. Alors, moi, j'avais à cœur d'évoquer les souvenirs des métiers de la forêt. J'ai vu monsieur l'inspecteur des eaux et forêts de Franche-Comté, qui s'est renseigné ici à Paris. Nous avons pu avoir des subventions. Et dans un coin de terrain, il y a un bois au-dessus, on a pu reconstituer la maison la loge du bûcheron, la loge du pellonnier, la loge du charbonnier, le métier du sieur de long, le travail du leveur d'écorce pour les tanneries, vous voyez. Si bien qu'il y a tous les métiers, avec le chemin de schlitage. Si bien que là encore, nous évoquons tous les métiers de la forêt à côté de l'agriculture, car ces gens qui travaillaient dans la forêt étaient à la fois paysans et bûcherons, surtout dans nos montagnes. Oui, vous, Albert Demar, je vous écoute et vous avez une somme de mots que les gens de la ville, les intellectuels qui ont fait de très longues études, ne connaissent vraiment pas. Vous avez cette richesse des mots, parce que ils vous ont été apportés par les objets, par cet amour, par ce regard que vous avez sur les choses. Et j'ai l'impression que vous vous en rendez compte. Et ça, c'est la plus belle des richesses. Oui, je le ressens tous les jours. Hein. Ah oui, bien sûr. Pour moi, ça a été une belle école. On vous a aidé dès le départ, il y a une 50aine d'années, lorsque vous avez eu l'idée de fonder un musée, c'est-à-dire de réunir tous ces objets, parce qu'il faut de l'argent pour acheter. Regardez aujourd'hui, par exemple, une baratte, enfin, cette belle pièce dans laquelle on fait le beurre. On n'en trouve plus. Il y a seulement 20 ans, il y en avait partout. Bon, bien évidemment, si on va dans la montagne, on les trouve. Mais ces objets, il y a une 50aine d'années, représentaient déjà une richesse, mais il fallait quand même, si on les voulait, les payer. Avez-vous été aidé ? Qui vous a aidé ? D'abord, au début, je n'avais rien. Quand j'ai commencé à 49, j'ai sauvé avec mon épouse, c'est monsieur le curé de Champlit qui nous conduisait en tournée, là. D'abord, le costume. J'avais remarqué que le costume traditionnel était en voie de disparition, oui. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut sauver. Les buffets, les charrues, on en retrouvera toujours. Hein. Alors, on a sauvé. Nous avons monté un groupe folklorique pour sauver la tradition. Non pas pour aller faire des ambassadeurs à l'étranger, aller faire les fameux voyages. C'est avant tout de sauver les traditions du terroir. Voilà ce que doit faire un groupe folklorique. Hein. Pendant qu'on oublie trop souvent ce petit détail-là. Et alors, on peut maintenir nos traditions, des grandes fêtes de Saint-Vincent, du feu de Saint-Jean, du fête du banc des vendanges, on fait encore tout ça. Puis après, j'ai pensé aux objets.
Et alors, quand j'entre comme agent de ville, eh bien, c'est d'abord la municipalité, avant que ce soit le département. Le musée était sur le plan communal, hein, et j'avais 15 000 anciens francs par an. Fallait pas que je fasse de bêtises. Fallait que je chine. Vous en preniez combien sur ces 15 000 francs par an pour faire vos achats? Eh bien, je m'organisais pour avoir 5 ou 6 000 francs pour la fin de l'année, au cas où je trouverais une armoire ou un meuble important. Hein. Oui. Mais tout le restant, j'amenais les gens à ma dévotion. Je plaidais la cause du musée, et finalement, ils me donnaient. J'ai beaucoup de gens qui m'ont donné. Ah oui. Puis alors, je récupérais ça avec les moyens du bord. Hein. J'ai d'abord récupéré ça avec une petite charrette à 2 roues, je traînais. Puis après, ce sont des jeunes du pays qui ont venu avec une camionnette. Puis toutes mes tournées, je les ai faites à pied pendant 17 ans. Hein. Et de temps en temps, je me faisais arrêter par les gendarmes qui me demandaient mes papiers. Voilà, les types avec la grande pèlerine puis les gros souliers. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce citoyen-là qui fait le porte-à-porte? Alors, 2 fois la même journée, vos papiers. Alors, bon, après, il me laissait aller, bien sûr. Hein. Mais j'ai dit à monsieur le préfet, il faut me faire un papier. Hein, que je puisse présenter aux gendarmes quand... Puis enfin, finalement, d'année en année, j'ai été connu dans tout le département de la Haute-Saône, dans toutes les régions où j'ai droit de prospection. Car lorsque j'ai monté le musée, j'ai voulu qu'il emprunte l'ancien pagus, non pas les limites départementales qui sont des limites artificielles. Nous sommes pour Champlit. Champlit faisait partie d'un pagus qui s'appelait le pagus à Thoiry-Insis et qui était limité par la Saône, par une rivière qui s'appelle la Tille, la Vingeanne, le Salon et le Vanon. Donc j'ai prospecté au milieu de ces cours d'eau et je devais pénétrer en Côte d'Or, donc en Bourgogne, pénétrer en Haute-Marne, dans tout ce qui est le versant rhodanien, pour ramener ça à Champlit. Champlit, combien d'habitants? 1500. Oui. Vous avez donné un musée à un gros village, un gros bourg de 1500 habitants. Un gros bourg. Et vous voyez, puis depuis ce musée, on aperçoit la campagne. Hein. La campagne, je montrais aux gens qui sont au musée, là où j'ai gardé les bêtes, vous voyez, depuis le musée, les champs où on a travaillé. Ce n'est pas trop changé, ça n'a pas été mutilé par le remembrement. Alors Albert de Mar, vous avez amassé un trésor, et ce trésor, vous ne l'avez pas gardé pour vous. De temps en temps, vous ne vous dites pas, j'aimerais bien avoir ces choses pour moi? Non. 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 Ah non, j'aurais pas voulu les garder pour moi. Non, parce que on a des collectionneurs qui sont égoïstes, qui se complaisent au milieu des collections. J'en rencontre le long de mes routes. Et qui les cachent même parfois. Et qui les cachent dans parfois, des coffres forts. Ou qui les montrent d'une façon vaniteuse en disant, voyez ce que j'ai, regardez donc ma belle collection d'assiettes, regardez donc mon beau vaisselier. Mais ça c'est pour eux, c'est à eux. Tandis que moi, je dis, il faut que ça profite à la collectivité, aux pauvres comme aux riches, aux jeunes comme aux anciens. Tout le monde vient là, aux ouvriers. Les ouvriers qui viennent en vacances, j'ai eu des cars qui sont venus de Rouen, j'ai eu des cars de chez Renault. Tous ces gens-là viennent voir le musée, ça profite à tout le monde. Et ils retrouvent leurs racines, et je leur dis toujours, hein, ce que rappelait si bien Madame de Sévigné, si on se donnait la peine de faire sa généalogie, on retrouverait toujours qu'on a eu un ancêtre laboureur. Hein. Oui, toujours. Donc là, au milieu, on s'y retrouve. Hein. Avez-vous été aidé par les antiquaires? Oui, ils ont été très chics avec moi. Oui, ah oui, quelquefois ils me disaient, ah, monsieur Demar, tiens, on a vu une pièce qui pourrait vous intéresser. Hein. Il faudrait faire vite, car elle risque d'être embarquée. Hein. Eh bien, ah si, ils ont été très chics, pour tous ceux de la région. Hein. Alors, il y a, bien sûr, dans ce livre, car vous avez écrit, vous êtes content quand même, c'est un beau chemin. D'abord, vous avez réussi votre vie, puisque vous avez votre musée, et vous l'avez offert, ce musée. Ensuite, vous vous êtes élevé socialement, ce que vous souhaitiez, parce qu'il fallait réussir quand même ce que vous vouliez offrir. Oui. Et ensuite, parce que vous avez fait la cueillette des mots, il y a un livre maintenant à votre portée, et ce livre, c'est le vôtre. Oui. Alors il y a tout dans ce livre. Ben, je pense, il y a l'essentiel. Hein. Moi, j'ai beaucoup noté. Hein. Vous voyez, je note. Hein. Je ne suis pas très bon en français. Hein. Vous écrivez comment? Je n'écris pas très bien, puis pas trop vite. Hein. Alors, je note ça, j'ai des carnets. Et puis mon fils reprend pour mettre tout ça en ordre. Hein. Alors on a fait une classification. On écrit ensemble du reste. Hein. Oui. On a écrit l'artisanat en Franche-Comté, les loups dans nos régions. Oui. Et alors on se complète, on est un trio. Ma femme est de bons conseils, nous a bien aidés pour monter le musée. Le fils me conseille aussi pour tout ce qui est littéraire, quoi, pour écrire, oui. Il faut un petit-fils maintenant. S'il vous plaît. Il faut un petit-fils maintenant, pour suivre la tradition. Oui, malheureusement, oui. J'aurais bien voulu, c'est trop tard. Hein. Il est prêtre.
Mon fils est prêtre, je crois que pour moi c'est une grande joie. Hein. C'est certainement la plus grande joie de ma vie de voir mon fils prêtre. Hein. Ah oui. Et puis il reste bien dans notre esprit. Il a bien travaillé. Il a continué des études et ça lui a servi, puis à moi aussi. Ça veut dire quoi, il est bien resté dans notre esprit? Vous voulez dire par là qu'il est traditionnaliste, oui. intégriste? Il n'est pas intégriste, non. Non. Mais il aime beaucoup la tradition. Hein. Oui. Hein, vous voyez, il me dit, tu vois, papa, tiens, il faut que je t'emmène dimanche à la cathédrale de Besançon. Il y a Monseigneur l'archevêque de Strasbourg qui vient. Il y aura la grand-messe avec l'introïte, avec les traits, avec les versets, avec le credo en latin, tout ça, ça va te faire plaisir. J'étais heureux et c'était très beau. La cathédrale était archi-comble. Non, il ne s'agit pas d'être intégriste. Moi, il faut être de son temps. Mais je ne suis pas pour tout saper. Hein. On avait un patrimoine dans l'Église, on doit le conserver. Vous avez conservé les chants aussi? Oui, bien sûr. Vous savez encore chanter? Oh, plus guère les chants, non, mais j'ai chanté longtemps à l'église, j'ai chanté, oui, les vieux cantiques, les vieux chants traditionnels, oui. Et vous n'êtes plus sacristain? Ben, depuis que j'étais malade et puis depuis 74. Et puis on ne peut pas être sacristain et conservateur. Ben, j'aimais bien. Ça vous manque? Ça me manque, je faisais le Suisse aux grandes fêtes aussi. Hein. J'ai toujours rempli mes fonctions de serviteur de l'église et pour moi, j'ai la grande peine de ne plus pouvoir les assumer. Et j'aimais bien le dimanche distribuer le pain béni, c'est moi qui coupais le pain béni, qui le distribuait. Je voyais les gens qui étaient à la grand-messe, qui l'après-midi, certaines personnes qui n'étaient pas de Champly, qui allaient venir visiter le musée, ils me disaient « Ah, on vous a vu à la messe ce matin, c'est vous qui distribuez le pain », tout ça. Vous voyez, c'était tout de même intéressant, ça faisait un contact, et puis c'était une fonction que j'aimais bien. Comme les jours passent, comme les années passent, et comme les gens changent. Oui. Et je ne pense pas que le siècle nous ait grandi. On ne savait pas combien étaient belles les choses, puisqu'on s'en est séparés. Mais lorsqu'on retrouve ces photos, lorsqu'on voit ces chambres belles, avec ces lits à baldaquin, ah oui. Et il en reste très peu. Il y en a pour bien dire plus. Il y a une vieille dame qui est morte à 93 ans, il y a 2 ans. Elle avait encore sa cuisine intacte, avec le lit à baldaquin et les grands rideaux. J'aurais voulu qu'on puisse la photographier, cette salle, parce qu'elle était vraiment encore dans l'esprit de la grande tradition sur le plan ameublement, vous voyez. Mais je reste très attaché. Moi, j'ai une petite maison, j'ai encore un alcôve, et quand dans la maison, je veux encore coucher dans le lit à rideaux, moi. Je suis comme ça, je suis resté très près de toutes ces choses-là. Ah oui. Alors, il y a l'armoire, il y a le lit à baldaquin, le lit à 2 places, il y a la cheminée, l'importance de la cheminée. L'importance de la cheminée. Bon, je me rappelle, je faisais mes devoirs à l'intérieur de la cheminée. Ah oui, il y avait les grands auvents de cheminée, bien sûr. Ah oui. Et puis la table. Et puis la grande table. Avec le pain que l'on faisait tous les 15 jours. Avec le pain qu'on faisait tous les 15 jours. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait que le père de famille qui avait le droit d'y toucher. Hein. Chez nous, mon père coupait le pain, maman ne touchait jamais le pain. Puis quand j'étais à maître, quand j'étais placé domestique, c'était toujours le patron. Et quand on n'avait plus de pain, on faisait un signe de la main. Alors il vous redonnait un gros morceau de pain. Puis pour les pauvres, quand il passait un pauvre, on donnait de toute la largeur de la miche, une grande tartine. Hein. Ah oui. Alors cette cheminée, justement, avec dessus le bouquet du conscrit, on voit bien les photos. Ah oui. C'est une tradition qui s'est perdue. Ah ben c'est perdu, pour le tirage au sort. Hein. Oui. C'est complètement perdu. Mais puis on pouvait se racheter. Je connais des types qui s'étaient fait racheter à Champlit. Hein, des gens qui s'étaient fait racheter. Et, du temps de mon patron était né en 1860, il fallait 1000 francs or. Oui. Alors, c'était comme une loterie, il y avait le bon et le mauvais numéro. Hein. Et j'avais une vieille dame qui restait ouverte chez nous, elle me dit, mon homme avait tiré le mauvais numéro. 7 ans de service, bon sang. Il n'est venu que 2 fois en permission. Aujourd'hui, on fronce le nez, hein, quand on va presque à la porte de chez soi, puis ils sont en permission. Bon, je ne critique pas la chose, mais ils sont en permission presque tous les dimanches. Le pauvre, c'était un peu exagéré aussi, là. En deux permissions en 7 ans. La première fois, il n'a manqué les correspondances, il a fait que d'embrasser sa femme, puis il s'est sauvé. Puis la deuxième fois, il a pu rester 2 jours. Oui. Alors, on avait tout de même un beau numéro, là. Hein. Ceux qui faisaient le service, il y avait des gros 10 bleu, blanc, rouge. Hein.
pendant que celui qui tirait le mauvais numéro, il avait les cerises après. C'était la guigne des cerises anglaises, c'est une cerise qui est très appréciée. Alors on disait, il a eu la guigne, il a eu la cerise. Oui, il avait eu la cerise. Alors j'ai pu retrouver un bouquet de mauvais numéros comme ça. Albert de Mar, vous trouvez que les gens ont mauvais goût aujourd'hui? Quelquefois, oui. Parce que je crois qu'on peut le dire, et c'est peut-être l'ennui de certaines promotions sociales. Regardez certaines fermes. Les hommes sont montés à la ville, et lorsqu'ils redescendent de ces fermes qui étaient belles, ils font des villas. Absolument. Alors on démolit presque toute la maison avec des baies immenses, hein, avec un mobilier ultramoderne, avec les vieilles marmites dans lesquelles on faisait cuire la soupe, on y met des géraniums, ça, c'est ridicule, hein, avec les anciennes roues de chariot peintes en tricolore à la Saint-Tropez. Hein. Alors non, c'est... Moi, écoutez, j'en suis énervé en faisant mes tournées de voir ça, toutes ces résidences secondaires. Hein. 8 fois sur 10, c'est le mauvais goût qui préside. Hein. C'est dommage. Hein. Je retrouve tous les objets en feuilletant toutes ces pages. Bien évidemment, les armoires dont nous parlions tout à l'heure, les horloges tellement ouvragées, les pendules, les lanternes, les girouettes. Ah oui. Et même la charrue. La charrue n'a plus le même style qu'autrefois. Sauf en certains endroits. Encore, oui. Très haut dans la montagne. Alors chez nous, dans la montagne, ils s'en servent encore. Hein. Oui. Alors on a une charrue qu'on appelle le grété. Hein. On attelle encore les vaches après. Oui. Alors c'est la charrue qui vient directement du Moyen-Âge. Elle a 2 mancherons. Hein. Nous sommes d'influence germanique là-bas. Pendant que l'influence méditerranéenne, c'est l'arrière. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bourguignon. Oui. Les Espagnols sont passés. Les Espagnols aussi. Les Français. Oui. Les Français, oui. Mais vous êtes comtois surtout. Ah oui, bien sûr. puis bien attaché à la France. Hein. Mais enfin, on aime toute cette grande tradition hispanique hein, qui a laissé beaucoup de souvenirs aussi, bien sûr. Hein. Surtout au point de vue religieux. Vous voyez, toutes nos grandes confréries sont créées au moment où la fille de Philippe II d'Espagne était comtesse du comté de Bourgogne. Oui. Alors moi, je reste très attaché à toutes ces choses-là. Vous comprenez qu'il y ait des sectes aujourd'hui? Des gens qui se rassemblent? Oui, parce que on leur a tout enlevé. Vous comprenez? Il y a un malaise. Et je le regrette vivement, ça. Et on a un malaise aussi bien chez les adultes que chez les jeunes. C'est bien regrettable de voir toutes ces sectes qui se sont multipliées. Hein. Ça pose un gros problème. Hein. Mais votre foi, elle est aussi forte qu'il y a 50 ans? La même chose. Moi, je n'ai pas changé. Ah oui. Ah oui, toujours le grand respect pour l'Église, pour les prêtres. Et vous défendez les mêmes valeurs? Ah, les mêmes valeurs. Hein. Ah oui. Pour le pape. Ah oui. Ah là là. Oui. Alors, on doit retrouver chez vous, en quelques endroits, du moins je le souhaite, le maréchal Ferrand. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, parce qu'on en a retrouvé au hasard de nos tournées qui barraient. Ils avaient l'escret. Un maréchal Ferrand, quand il avait fait son tour de France, il n'avait pas besoin d'être compagnon malgré tout. Hein. Il pouvait guérir le carreau chez les enfants. C'est une maladie qui, le ventre devenait très dur. Hein. Alors, on étendait un linge sur l'enclume, on frappait 3 fois le marteau sur l'enclume, on étendait un linge, puis après il faisait les signes, il récitait les prières. Oui, il barrait, puis il soignait aussi les dents. Hein. On en a retrouvé un du côté de Fauconnier, par là, dans Haute-Saône, alors qu'il guérissait le mal de dents. Il faisait des espèces d'impositions, oui. Il y a chez vous des jeux de quilles de neuf? Ah oui, on en a des neufs et puis des anciens. Oui. Et j'ai eu un don royal. On a un collectionneur de quilles en Bourgogne. Quand il a vu que j'ouvrais une salle des réjouissances populaires, il m'a dit, Monsieur Demar, je vous donnerai un modèle de chaque quille utilisée dans la province de Franche-Comté. Si bien que j'ai toute une variété de quilles. On doit vous faire beaucoup de cadeaux. Oui. Mais enfin, faut tout de même... Jamais assez. Oui, j'ai jamais assez. Et puis enfin... Si on m'écrit, je vous transmettrai. Je vous remercie beaucoup. Persuadé, on va vous écouter, on va avoir envie de vous offrir pour votre musée beaucoup d'objets que peut-être vous n'avez pas. Oui, il me manque encore beaucoup de choses. Vous manque quoi, par exemple? Et pour l'instant, il me manque... je voudrais retrouver quelqu'un qui me restaure un orgue pianella. Un orgue pianella, les frères Beau de l'Auberçon en ont un comme ça, j'en ai un au musée. Il joue aussi bien la musique populaire que la grande musique. Oui. Alors il a besoin d'être restauré et je pense que la restauration irait assez loin. Hein. Et les objets qui vous manquent? Les objets qui me manquent, j'aurais bien voulu un petit orgue de Barbarie. J'aimais beaucoup les pauvres. Hein. Et on avait les mendiants qui venaient autrefois, qui avaient ça qui passait. Et ça me ferait plaisir, parce que j'ai évoqué toute la vie des pauvres. Hein.
depuis le mendiant, le colporteur, le fabricant d'allumettes, celui qui faisait la contrebande d'alcool, tous les pauvres, oui. Alors j'aurais bien voulu avoir l'orgue de Barbarie pour évoquer celui qui passait autrefois dans les villages, oui. J'ai cru comprendre tout à l'heure, Albert de Marc, que déjà, maintenant, vous réunissiez ces objets que nous utilisons aujourd'hui, qui peut-être dans une cinquantaine d'années seront perdus. Alors quels sont les objets que vous ramassez aujourd'hui? J'ai ramassé des espèces de récipients, j'ai ramassé des vieilles cafetières, j'ai ramassé aussi des espèces de bocaux, j'ai ramassé des barattes en verre qui dataient de 1930, qu'on s'est servi à la guerre de 40, à la dernière guerre, là. Alors, toutes ces choses-là, il y en a qui les ont fait disparaître, qui les ont jetées. Les anciens porte-allumettes qu'on retrouvait dans les bistrots, vous voyez, et combien d'autres choses. Il y a des choses qui vont conserver, même dans la vaisselle. J'ai détourné de la vaisselle qui a peut-être 10-15 ans, mais je l'ai mise de côté. On sera content de la trouver dans une cinquantaine d'années. Il vous arrive parfois de faire le bilan de votre vie? Oui, j'y pense quand je ne dors pas la nuit. Hein. Oui, je repense à toute ma vie et j'aime beaucoup méditer. Hein. Et je suis heureux d'avoir enfin réalisé ma vie comme ça. Oui, en travaillant, on a été heureux avec mon épouse aussi qui m'a bien aidé. Notre fils qui nous a donné beaucoup de satisfaction. Moi, je n'en demande pas plus. Hein. Oui. Vous réclamez quelque chose quand même? Je voudrais rester encore, avoir la santé et puis rester encore quelques années au musée pour terminer ce que j'ai à terminer. Mais rien n'est jamais fini. Oui, mais j'ai un plan de travail. Alors, j'ai toute la section de la vigne et du vin que je voudrais ouvrir l'année prochaine. Hein. Je suis président de la vieille confrérie des vignerons de Champlit. Hein. Ça me tient à cœur. Depuis 29 ans, je suis président. Alors, je voudrais ouvrir cette section. J'ai récupéré une collection de vieux pressoirs. Oh, très beau pressoir. Vous les avez trouvés dans la région? Ah oui, du 17e, du 18e. J'ai le pressoir des évêques de Langres. Hein. Ah oui, des pièces remarquables. Mais vous saviez qu'il existait quelque part? Ah oui, bien sûr. Alors comment vous faites? Vous savez par exemple qu'un objet comme celui-là, qui est un trésor déjà, oui. est à tel endroit. Oui. Vous y allez? Oui. Vous demandez? Oui, j'ai dit à ma femme, on avait déjà la voiture là, parce que j'ai fait le stop pendant 17 ans, oui, puisque les Allemands m'avaient pris mon vélo. Et puis quand j'ai donné le papier rose, on m'a dit vous n'avez plus le droit ça ne sert à rien. Je dis alors c'est fini, moi, j'irai à pied. Alors, je faisais du stop, les gens montaient comme ça le long des routes. Et puis finalement, on a pu acheter une petite voiture. Ma femme m'a appris à conduire, c'est mon chauffeur. Vous ne conduisez pas? Non, parce que j'ai tant de distractions. Je regarde à droite et à gauche, je dis, tiens, on devrait photographier ce linteau-là. Là, une vieille croix qui est en mauvais état, faudrait descendre puis aller voir le maire pour qu'il la restaure, hein, qu'il ne la laisse pas tomber, on ne doit pas laisser disparaître les croix. Et puis tout un tas de choses comme ça. Je prends des notes aussi, et puis on photographie de temps en temps, qu'on a encore une scène typique au milieu des champs. Albert de Marsois est tout à fait franc. Si vous rencontrez un très bel objet qui vous plaît, vous pourriez aller jusqu'à le voler? Non. Non, quand même. Oh non, oh non. Oh non, oh non. Non. J'ai dit une énormité, là, non? Non, pas du tout, monsieur Chancel. Non, je suis bien content que vous ayez posé la question. Non, je dirais pas jusque-là. Hein. Mais enfin, je le désirerais vivement, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein, mais ça s'arrêterait là. Donc aujourd'hui, Champlit, ce château dans lequel vous étiez agent de ville, et où vous êtes aujourd'hui conservateur, est vraiment la somme de toute une civilisation rurale. Absolument. Ah oui. J'ai tout l'éventail. Et les gens comprennent lorsqu'ils viennent, ils oui. savent que l'on vivait comme ça. Ah oui. Tout le monde s'y remet tout de suite. Hein. S'y remet tout de suite. Oui. Mais on a beaucoup oublié. Ah évidemment. Vous avez une catégorie qui n'a pas oublié. Et une autre catégorie qui, pour elle, la visite du musée est une véritable redécouverte de la vie d'autrefois, si on peut dire. Hein. Puis vous savez, on a également fait comprendre aux paysans qu'il fallait qu'ils s'agrandissent, qu'ils modernisent leur maison. Inimaginable. On leur a fait perdre un peu de leur essence. Ah, absolument. On a, avec tout l'agrandissement de l'habitat agricole, vous voyez, on a tout saccagé, on a tout transformé nos villages, on nous a mis des hangars métalliques. Moi, je voudrais bien qu'on peigne un peu ces hangars, ou tout au moins en espèce de couleur terre cuite, couleur débris, que ce ne soit pas trop choquant. Il faut vivre avec son temps, ils sont nécessaires aux paysans. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais voyez, puisque je regrette, c'est qu'on construise autour de nos villages, puis qu'on laisse tomber nos vieilles maisons au milieu des villages. Nos villages qui étaient si beaux.
qui remontait des fois au Xe, XIe siècle, hein, après cette grande période de barbares. Hein. Alors, on laisse tomber ça. Moi, je le regrette vivement. Hein. Je suis persuadé que votre père et votre mère seraient très heureux de voir ce que vous avez réalisé. Oui, j'y pense souvent. Hein. J'ai les larmes aux yeux, quelquefois. Oui. Surtout ma mère qui m'avait choyé. Hein. J'étais le dernier. Elle avait eu beaucoup de peine. Hein. J'avais eu un frère gravement blessé à la guerre. Il est mort de ses blessures. J'ai eu un frère de tué à 19 ans et demi à la guerre de 14-18. Mon père qui était sur le front aussi, tout ça, vous voyez. J'ai été choyé par ma mère. J'étais le plus jeune. Hein. Et je me dis, si elle me voyait, combien elle serait heureuse. Hein. Ouais. Il a réussi, le petit, à le dire. Je pense, oui. Quel avenir vous vous donnez maintenant, Albert de Mar? Parce que je suis persuadé que vous n'en avez pas fini, je le disais à l'instant. Non, Il y a le musée de Champly. Oui. Il y a la ferme. La montagne, oui. Dans la montagne. La montagne, oui. Et puis, vous savez qu'en France, tout va par trois. Alors, il faut imaginer qu'il y a quelque part une troisième chose à faire, importante. Oui, alors, mais laquelle? Figurez-vous, on a une petite messe dans un village à côté, en Haute-Marne, à Montsaujon. C'est un village, c'est là que j'ai commencé mes tournées. Puis elle me dit, tu vois, tu vas aller là, puis tu vas encore monter quelque chose. Hein. Non, je veux pas tout de même monter 3 choses. Hein, parce que j'ai tout de même encore du travail. Hein. On a encore la salle du vêtement, la salle sur les loups, une salle complète sur la magie, une salle sur les moyens de communication, une salle sur la panification. Nous avons à remonter dans le musée de la montagne un ancien moulin de la fin du XVIe siècle, une ancienne scierie. J'ai du pain sur la planche, je ne m'ennuie pas. Je vais sur 69 ans. On a des gens qui sont à la retraite qui disent « Oh là là, si c'est pénible d'être en retraite. Hein. » Moi, je pense pas jamais être en retraite. Alors, j'y pense pas du tout. Il faut avoir un idéal, il faut avoir une activité. Le jour où l'homme n'a plus d'activité, s'il doit se recycler dans une vie comme ça, 8 fois sur 10, ça ne réussit pas. Et puis, vous avez la chance de vivre au rythme des saisons. Ah oui, alors ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, hein. Vous voyez, hier, j'étais dans les champs, je regardais... je voulais arracher des rejets de pruniers, quoi, pour les replanter. Je regardais tout ça, je dis tiens, il faudra que je vienne faucarder là. Et puis, je dis après la Saint-Vincent, ma foi, ça va être bientôt le moment de commencer à tailler les vignes. Hein. Et puis, on va repartir. Et puis, quand je vais en tournée, eh bien, je revois les gens avec les travaux saisonniers, ce que j'ai fait autrefois, les premières fleurs, les anémones pascales, qu'on appelle les alléluia. C'est le prélude du printemps. Hein. Ouais. Puis après, toutes les orchidées qu'on trouve dans la campagne. J'aime bien m'arrêter auprès des fleurs aussi, hein. Les oiseaux. Je suis un passionné des oiseaux. Vous parlez avec eux? Ah oui. Puis on leur donne à manger tous les jours. On en a 50 qui viennent manger chez nous. Hein. Devant chez nous, j'ai mis une petite boîte. Alors j'ai des verdiers, j'ai des moineaux, j'ai des tourterelles, j'ai des citelles, on a de tout. Et puis dans la montagne, la même chose. Et dans la montagne, quand on arrive, ils nous appellent. Ils disent, tiens, les voilà. Alors, je dis à ma femme, faut tout de suite qu'on leur donne à manger. Hein. Vous voyez, c'est tout de même intéressant, toute cette vie rurale, cette vie simple, cette vie rustique. Voilà. Pas de vacances? Non, jamais. J'en ai jamais pris. Vous êtes toujours en vacances? Toujours en vacances, absolument. Oui, c'est vrai. Merci, Albert de Mar. Je suis persuadé qu'on vous a bien écouté, qu'on vous a bien suivi, et je sais que nous aurons beaucoup de lettres, et je me ferai un bonheur de vous les transmettre. Je voudrais simplement rappeler que un livre vous accompagne dans cette vie, j'en donne le titre, Un homme et son terroir, et il est beau parce qu'il raconte l'histoire d'un bourg, d'un village, l'histoire de votre musée, et il paraît chez un éditeur, pas de si multinational, mais je donne le nom, l'éditeur Joël Guénaud. Merci Albert de Mar, à très bientôt, je l'espère. France Inter, bientôt 18h. J'ai accueilli aujourd'hui Albert de Mar. Je suis persuadé que vous avez su l'apprécier. Nos prochains rendez-vous, lundi, nous parlerons de l'UNICEF avec Marie Touré, pédiatre. Mardi, Pierre-Yves Trémois de l'Institut. Nous parlerons bien évidemment de la peinture. Mercredi, un écrivain, Claude Dunton. Jeudi, Jacqueline Cartier, un sujet qui me va droit au cœur puisque nous allons évoquer le cirque. Et vendredi, une comédienne, Marlène Jobert. À lundi, bonsoir.